Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode l'Hebdo des marchés, podcast d'Itoro, épisode numéro 31. Et nous sommes le lundi 29 janvier. Je suis avec Marc Toiti pour animer ce podcast. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours. Voilà, on se retrouve tous les 15 jours avec Marc pour décortiquer l'actualité financière et en ce moment, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le sommaire de cette émission, tout d'abord, on va parler de la croissance aux États-Unis qui est ressortie la semaine dernière avec une implication sur les taux d'intérêt. Ensuite, on va parler de la zone euro. La zone euro aussi qui a publié des chiffres d'activité inquiétants, on va dire. Et il y a eu également la BCE qui a tenu sa réunion de politique monétaire, on va en parler. Et puis pour terminer, on va voir quels ont été les résultats d'entreprise, notamment en France, et quels vont être cette semaine aussi. On continue la saison des résultats d'entreprise. Voilà. Alors Marc, les États-Unis, ça a l'air d'aller hein, quand on regarde les chiffres de la semaine dernière. C'est vrai que de trimestre en trimestre, on n'a que des bonnes nouvelles. À chaque fois, on lui dit, ça y est, les États-Unis sont en récession, etc. Bon, Hmm. ils l'ont été au tout début. C'est vrai, quand ils ont commencé à augmenter les taux d'intérêt, en 2022, ils ont agi très, très vite. Finalement, ça a fait une petite récession et depuis, ils redémarrent, mais c'est assez incroyable. On a une croissance très, très forte. Donc, sur le quatrième trimestre, on avait déjà eu 4,9%, je vous rappelle, le trimestre d'avant. Là, on a fait donc 3,3%. Donc, ce qu'on appelle un rythme annualisé. Ça veut dire on voit la variation du trimestre qu'on annualise. Et si on regarde ce qu'on appelle le glissement annuel, ça veut dire on compare le niveau du PIB américain au quatrième trimestre 2023 par rapport à celui du quatrième trimestre 2022. Tenez-vous bien, on est sur une hausse de 3,1%, c'est-à-dire un plus haut depuis 2019. Donc avant effectivement le corona, bon évidemment en dehors des périodes un peu post-corona où il y avait des chiffres un petit peu artificiels, mais tout ça pour dire que on a une dynamique de croissance qui est bien là. Et quand on regarde les moteurs de la croissance, eux aussi sont tous là. Bien sûr, la consommation des ménages. On a également les indicateurs de confiance des ménages qui s'améliorent, c'est-à-dire que les ménages vont continuer de consommer. Avec un taux de chômage, je vous rappelle, qui est toujours à 3,7%. Donc, c'est toujours favorable pour la consommation des ménages. L'investissement des entreprises également résiste bien, y compris d'ailleurs sur le logement aussi. C'est vrai que c'est assez surprenant parce que on parlait d'une crise du logement. Ça résiste malgré tout, ça souffre, mais ça résiste malgré tout. Et même les exportations ont augmenté au quatrième trimestre. Hmm. Et si on regarde, tu sais, la variable variation de stock, c'est vrai que des fois c'est un petit peu artificiel, mais là justement il y a eu très peu de formation de stock. Donc ça veut dire que c'est une vraie croissance intrinsèque de l'économie américaine Hmm. et donc qui va durer parce qu'on a également eu les indicateurs des directeurs d'achat la semaine dernière, donc indicateurs avancés de la croissance. Et là, c'est pareil, hein, on est passé au-dessus de la barre des 50. Dans l'industrie, dans les services, on était déjà, ça a continué à s'améliorer. Pareil sur l'indicateur composite, tout secteur d'activité. Je veux donc dire que la croissance américaine va rester soutenue au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2024. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles, Ouais. plus les salaires qui augmentent. Et donc, évidemment, la Réserve Hmm. fédérale américaine, elle va être un petit peu embêtée pour baisser les taux d'intérêt. Parce que Hmm. même s'il y a un petit peu moins d'inflation, mais bon, il reste quand même au-dessus des 3%, eh bien, c'est compliqué de Oui, baisser les taux d'intérêt. c'est ce que je t'avais demandé. C'est que cette semaine, on a la réunion de la Fed hein, qui se tient toutes les 6 semaines. Et donc, le marché n'attend pas une baisse de taux hein, pour cette réunion. Mais est-ce que tu penses qu'on va avoir quelques indications sur la prochaine baisse de taux? Est-ce que ça va être mars ou mois de mai? Bah, moi, je pense qu'encore une fois, c'est trop tôt pour baisser les taux Hmm. d'intérêt maintenant. C'est-à-dire que on voit que l'inflation, elle reste élevée. Il y a encore beaucoup de tensions inflationnistes au niveau mondial. Mais là, à la rigueur, la Fed ne peut pas grand-chose. Par contre, c'est vrai qu'on a une dynamique intérieure qui est également extrêmement résistante, avec en particulier donc le taux de chômage qui est très faible, donc les salaires qui augmentent de plus de 4% par an. C'est Hmm. pas mal quand même tout ça. Donc, ça veut dire qu'on a une boucle inflation-salaire qui est quand même là aux États-Unis. On a une croissance, on vient de le voir, qui est très forte. Donc, c'est bien de baisser les taux d'intérêt, c'est vrai qu'ils sont élevés, ils sont à 5,5%, mais encore faut-il pouvoir le justifier. Donc c'est vrai que l'inflation américaine, elle peut encore un petit peu baisser, mais elle va rester au-dessus des 2,5% qui est l'objectif de la Banque de la Réserve fédérale américaine, rappelez-vous. Donc ça veut dire que là, on est autour des 3%. Je pense que la Fed peut encore décaler cette baisse des taux. En tout cas, D'accord. on n'aura pas les fameuses 5 ou 6 baisses de taux que Oui, certains annoncé. en fin Donc je d'année pense que dernière, oui. voilà, Hmm. la Fed, dans le meilleur des cas, elle va baisser son taux d'intérêt d'ici la Hmm. fin de l'année à 4,50%, vraiment dans le meilleur des cas. Donc, ça veut dire 100 points de base de baisse par rapport à aujourd'hui. C'est bien, mais c'est pas non plus, je dirais, Hmm. l'euphorie. Et alors, regarde, je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que comme l'économie américaine résiste bien, il n'y Hmm. a pas besoin de baisser trop fortement les taux d'intérêt.
Oui, et d'ailleurs, en fin de semaine, vendredi, on aura donc les fameux non-farm payrolls, hein, qui sont les créations d'emplois aux États-Unis. On verra. Tout à C'est fait. attendu un petit peu, d'ailleurs, moins fort qu'attendu. Donc, on verra où on en est aussi au Bon, niveau du ça chômage. Ça ralentit, mais ça ralentit. reste quand même sur un taux de chômage à 3,7%. C'est Oui, quand même pas mal, hein, je veux dire, c'est quand même du plein emploi, faut oui, dire bien les choses, sûr. hein. Bien sûr. Donc voilà, donc ça veut dire c'est vrai que c'est étonnant, hein, les États-Unis finalement ont bien résisté, Mm. bien sûr parce qu'ils ont le choc énergétique qui ne les a pas concernés, ça les a même avantagés entre guillemets. Puis il y a une dynamique intérieure qui reste forte quand même. Donc ce qui veut dire que j'ai même envie de dire les taux d'intérêt à 5,5%, finalement Mm. c'était pas assez, ça n'a même pas généré de ralentissement Et, fort. Donc voilà, on voit où on en ah, est aujourd'hui. et alors, justement, en Europe, c'est pas du tout la même chose, hein. En Europe, on avait vu d'ailleurs les PMI la semaine dernière, hein, qui sont plus bas, hein, depuis plusieurs mois. La BCE qui a pas vraiment fait, il n'y a pas eu enfin, un coup d'épée dans l'eau, hein, pas de vraiment de conséquences sur les marchés. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette zone euro qui vraiment a du mal? Ouais, la zone euro, c'est vraiment, je dirais, une catastrophe, hein. On aura donc Mm. demain, le 30 janvier, les chiffres donc du PIB donc du quatrième trimestre. Là, ça va pas être de la croissance, hein. Il y aura une baisse du PIB. Donc on a déjà eu une baisse en Allemagne, ça on le sait déjà. Il y aura également sur la zone euro, certainement également sur la France. Bon, on sait que l'INSEE aime bien un petit peu, elle a toujours un coup de baguette magique. Elle nous sort quelque chose déjà pour Mm. pas qu'on ait une baisse du PIB. On a déjà eu au troisième trimestre. Bon, donc on est quand même en quasi-récession dans la zone euro, dans la plupart des grands pays. On a eu également les indicateurs des directeurs d'achat la semaine dernière, tu viens de le dire, sur le mois de janvier. Là aussi, on s'attendait un petit mieux, c'est l'inverse des États-Unis. On s'attendait un petit mieux. Non, ça a continué à rester largement sous la barre des 50. Et même en France, ça a encore baissé. Mm. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur des plus bas depuis, tiens-toi bien, novembre 2020, c'est-à-dire le précédent confinement, entre guillemets, c'était le deuxième confinement à Ouais. l'époque. Donc, ce qui veut dire que, je ne sais pas si on se rend compte, l'activité économique française, aujourd'hui, selon les directeurs d'achat, est aussi mauvaise qu'en novembre 2020. C'est quand même assez incroyable. Mm. Et ça, ces enquêtes ont été menées avant ce qui se passe aujourd'hui sur les blocages des agriculteurs. Donc là, évidemment, ça ne va pas arranger la situation. On imagine si on bloque les grandes villes, si on bloque les aéroports, etc., ça ne va pas être formidable. Donc, tout ça peut dire qu'on a une situation extrêmement compliquée. Et malheureusement, c'est vrai que la Banque centrale européenne, normalement, elle devrait baisser les taux d'intérêt, parce que là, on a une récession. Donc là, il n'y a pas l'argument américain où finalement, là-bas, on maintient les taux d'intérêt parce qu'il y a une croissance forte. Là, il y a de la récession. Donc on devrait baisser les taux d'intérêt. Pourtant, on ne le fait pas parce que là aussi, l'inflation reste élevée. Elle va un petit peu baisser certainement donc, pendant les prochains mois, ce qui est tout à fait logique. Mais on le voit, il y a des tensions internationales qui sont très élevées, des salaires qui augmentent, il y a des tensions sur les approvisionnements. Évidemment, la crise agricole ne va pas arranger les choses. Donc ça fait que, attention, l'inflation malheureusement va rester forte. Donc ça va empêcher la BCE de fortement baisser ses taux d'intérêt. Elle va le faire, hein, ça c'est sûr. Elle va peut-être même le faire avant les États-Unis. Ça c'est intéressant parce que autant la Réserve fédérale, comme elle a une croissance forte, elle peut différer sa baisse des taux. Autant comme dans la zone euro, on a une grave récession, elle va devoir un petit peu réagir assez rapidement. Et d'ailleurs, Ouais. ça fera baisser l'euro. Parce que Mm. l'euro, qui était passé au-dessus des 1,10, il revient vers les 1,08. Ça Mm. va continuer, bien sûr, puisque l'écart de taux d'intérêt qui est déjà à l'avantage du dollar va encore être plus à l'avantage du dollar demain, puisque la BCE va baisser les taux d'intérêt. Là, on est à 4,50, on pourrait baisser Mm. à 4,25 dans un peu plus d'un mois. Ah Et oui. donc, à ce moment-là, il y aura cet avantage au dollar par rapport à l'euro. Le problème, c'est que quand l'euro va baisser, ça va augmenter l'inflation importée, Ouais. et donc ça va empêcher la BCE d'aller trop loin dans sa baisse des taux. Mais Donc, la situation de la zone euro est très compliquée. Et également, on n'en parle pas, il y a un problème de crédibilité de la zone euro. Il y a une crise existentielle qui risque de revenir, avec notamment la France, qui n'arrête pas d'augmenter ses déficits, sa dette publique, etc. Et on a eu les chiffres il y a quelques semaines, quelques jours même, sur les chiffres harmonisés de la dette publique dans la zone euro. La France est toujours le pays qui contribue le plus à la dette publique de la zone euro. C'est 24,3% de l'ensemble de la dette publique de la zone euro, ça vient de France. mm. Donc c'est assez incroyable. Et ça, c'est quand même très dangereux pour notre stabilité, Mais bien entendu, française et de la zone euro dans son une ensemble. petite chose sur justement les baisses de taux à venir de la BCE, parce que il y a eu le forum économique de Davos la semaine dernière, et effectivement, on a eu des déclarations contradictoires. On a eu notamment le gouverneur de la Banque d'Autriche qui nous a quand même dit que c'était possible, probable qu'il n'y ait pas de baisse de taux cette année. Christine Lagarde a tempéré un petit peu en nous disant que la baisse de taux n'interviendrait pas avant l'été. Toi, tu penses qu'elle pourrait intervenir plus tôt, du coup, parce que tu nous dis peut-être Alors, bah, à la prochaine disons que réunion ou dans deux réunions. encore une fois, on sait que la Mm, BCE, malheureusement, c'est vrai qu'elle agit toujours en décalé. Donc, c'est vrai qu'elle mm, elle va peut-être un petit peu attendre.
Le problème, c'est la gravité de la récession aujourd'hui dans la zone euro. Je pense que de la même façon que la BCE n'a pas vu la gravité de l'inflation en 2021 et 2022, et elle a tardé à agir, là, elle ne se rend pas compte de la gravité de la récession dans la zone euro, avec un chômage qui, pour l'instant, il reste faible, mais il va effectivement augmenter. On voit, par exemple, en France, depuis le mois de juin, le chômage augmente. Mm. Donc, ça, Oui, c'est oui. presque une anomalie. C'est-à-dire que normalement, d'abord, on a la récession et après, le chômage augmente. Là, on a d'abord la hausse du chômage Mm. et la récession ensuite. Donc, c'est dire ce qui va nous arriver parce que la récession va être là, ce qui va aggraver Oui. le chômage. Donc, la BCE, elle On sera pourrait contrainte et forcée de réagir. baisser. Mm. Voilà. C'est-à-dire, Mm. même s'il y a un peu moins de, il y a toujours une inflation élevée, je pense que d'ici 2 mois, 3 mois maximum, la BCE pourrait Mm. effectivement agir pour Mm. au moins montrer qu'elle fait attention à cette récession qui devient particulièrement dramatique. Oui, mais alors, on voit que malgré cela, eh bien, les indices, et notamment l'indice français, eh ben, a fait un plus haut historique hier, Alors, vendredi, donc vendredi en clôture. Alors, effectivement, c'est dû à LVMH, hein, bien sûr, qui avait pris 13% en une seule séance, donc c'est du jamais vu hein, pour LVMH, qui a pris 40 milliards 40 milliards d'euros de capitalisation boursière en un seul jour. Et donc, effectivement, c'est un peu tronqué, puisqu'on a un CAC 40 qui est au plus haut grâce au secteur du luxe, hein, puisque tout le secteur du luxe a progressé. Mais il faut le reconnaître que LVMH a quand même sorti des chiffres très robustes. Après Richemont, d'ailleurs, qui avait sorti des chiffres qui étaient assez bons aussi. Mais finalement, toutes les peurs qu'il y a eu sur le secteur du luxe, ces craintes de ralentissement, de normalisation, qui sont là, hein, puisqu'on a une croissance qui est de 10% finalement du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Hein, c'est très bien, 10% de chiffre d'affaires, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas les chiffres de Netflix ou des certaines GAFAM aux États-Unis. Mais c'est vrai, cette réaction boursière a été très forte, ce qui veut dire que quand même, on a toujours un sentiment haussier sur les marchés financiers, et que justement, bah, pour l'instant, la baisse, on va dire, et la correction n'est pas pour tout de suite. Voilà, sur les marchés, juste pour dire que LVMH aussi, ce qui a participé à la hausse, c'est aussi les commentaires de Bernard Arnault qui ont été très positifs. Bernard Arnault qui voyait une année 2024 très positive avec aussi un retour de la Chine à un moment donné durant l'année. Donc, tout ça a participé à une certaine euphorie, mais attention quand même, puisqu'on est au début des résultats d'entreprise, hein, il peut y avoir des déceptions qui vont arriver. On aura notamment BNP jeudi et Sanofi qui vont publier. Donc voilà, attention tout de même. oui, tout à fait. Alors, sinon, c'est vrai que le premier du CAC 40, maintenant, c'est devenu un indicateur du luxe. C'est tout. Oui. C'est-à-dire, les entreprises du luxe se représentent Mm. une part tellement grosse du CAC 40, finalement, c'est un ETF luxe, j'ai envie de dire, le Oui, CAC 40. c'est C'est un vrai. petit peu Mm. le problème. Et c'est C'est pas très bon, faut être 35% le honnête. luxe, 35% de Oui, voilà, mais pondération. voilà, mais Mm. c'est pas très bon, tout ça. C'est pas, je Mm. dirais, globalement une bonne tendance. Et puis surtout, encore une fois, ça montre la déconnexion qu'il y a entre la réalité du CAC 40 et la réalité Mm. économique. Alors, c'est vrai, on l'a dit sur le CAC 40, hein, 80% des entreprises, des profits des entreprises sont faits à l'étranger, donc la France ne compte pas beaucoup, c'est sûr, mais tout de même, il y a quand même des risques, notamment sur la récession, sur les taux d'intérêt, et on ne les voit pas. Donc, c'est sûr que quand on voit cette hausse de, je crois que c'était 2,6%, ça, Mm. vendredi dernier, Oui, enfin, oui. une hausse complètement folle sur une journée. Bon, tout ça lié à l'VMH. Alors, c'est vrai que, tout à l'heure, je ne l'ai pas évoqué, mais sur les indicateurs des directeurs d'achat, on a eu l'Inde, justement, qui a publié, c'est la première fois que l'Inde publie un indicateur des directeurs d'achat avant. Oui. Normalement, c'est en début de mois. Là, elle a fait comme les autres pays, comme tous les pays occidentaux. Même la Chine ne le fait pas, mais l'Inde l'a fait. D'ailleurs, elle montre d'ailleurs qu'elle veut être dans la cour des grands. Tout ça pour dire que, effectivement, le monde émergent va bien. Mm. Et donc, le luxe dépend énormément du monde émergent. Mm. Donc, l'Inde, la Chine, bon, alors là, il y a l'affaire Evergrande qui revient, il faut quand même être prudent sur la Chine. Même la Russie, etc., il y a une croissance soutenue. Donc, c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour nous. C'est ça le problème, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue économique, c'est pas forcément très bon. Mais c'est sûr que le secteur du luxe profite. Bon, tu l'as dit, c'est incroyable ce que ta phrase, tu dit, bon, 10%, c'est pas génial. Mm. Oui. Quand on réfléchit bien, c'est Oui. énorme, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Oui. c'est là où Mm. on a perdu, si tu veux, Mm. les repères, entre guillemets, normaux. Mais c'est sûr que on va globalement avoir forcément un Mm. ralentissement par rapport à ce dynamisme assez exceptionnel. Bah, Bon, que les marchés ah, boostent, tant mieux. Moi, je dis c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Simplement, il faut bien sûr appeler, je dirais, à la prudence, mm. avec quand même des risques. Moi, je pense que je l'ai dit d'ailleurs dans nos prévisions, rappelle-toi en début d'année, le risque numéro un, c'est la zone euro. La Mm. France, l'Allemagne, la zone euro. Si demain il y a un clash, ça viendra pas de Chine ou d'Inde, Non, etc., bien où là sûr. globalement ils Non, mais s'arrangent.
pour mais tempérer, malheureusement de la zone euro. pour tempérer ce chiffre des 10%, c'est vrai que c'est surtout dû au premier semestre de l'année, Oui, hein, parce qu'il y a eu une croissance de 17% au premier semestre tiré par les émergents, comme tu l'as dit. Et le second semestre, on était aux alentours de 0, hein, entre 1 et 2. Donc effectivement, la tendance est quand même pour une normalisation de la croissance du luxe. Maintenant, est-ce que le relais de croissance avec justement l'Inde, hein, qui se porte très bien, pourrait aussi être positif pour le luxe? Mais effectivement, le second semestre a été, non, on va dire ah, mais disons, moyen. ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la différence de ce qui se passe chez nous, dans les pays émergents, bah, quand il y a de la réussite, bah, les citoyens veulent le montrer. Donc Hmm. effectivement, eh ben, ils achètent du luxe. Oui, oui, Donc alors exactement. même chez nous aussi, ça peut arriver. Donc ça dynamise effectivement ce secteur durablement. Hmm. Donc bravo aux entreprises du luxe au sens large, notamment effectivement LVMH, c'est très bien, Hermès et autres. Mais on a quand même des price earning ratios qui restent très très élevés, notamment dans le cas d'Hermès. Donc il faut être là aussi extrêmement prudent. Je crois qu'on est à plus de Hmm. 50. Hein. Donc Hmm. soyons quand même prudents. C'est-à-dire qu'on a quand même une valorisation qui est très très élevée, comme tu l'as bien dit, même si on a une sorte de normalisation, si ça ralentit un petit peu, ça ne pourra pas durer éternellement. Mais moi, je pense vraiment que je suis pas trop inquiet pour le luxe. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est, je dirais, la stabilité de la zone euro, avec cette dette publique qui explose, et donc derrière des risques, bien entendu, sur les banques, des situations de défaut d'entreprise. On a eu les défaillances d'entreprises en Oui. France la semaine dernière qui ont explosé. Hors micro-entreprise, tiens-toi bien, c'est un plus haut depuis mai 2010. Je sais pas Hmm. si on se rend compte de ce que ça veut dire en termes de faillite d'entreprise en France. Hmm. Donc, on a une situation extrêmement dangereuse. Alors, on se voile la face, c'est vrai. La situation est dangereuse et donc pourrait, là aussi, nous coûter cher à moyen terme. Donc, il faut quand même, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure hein, qui empêche de tourner en rond, mais c'est aussi notre rôle de dire il faut quand même rester prudent. Et donc, c'est vrai que bon, pour le moment, si on reste sur le secteur du luxe, ça va évidemment continuer de croître, mais il y a une déconnexion avec la réalité économique. Donc, je pense que l'année va être comme ça hein, sur les marchés boursiers. Il va y avoir des fortes hausses comme on a eu là dernièrement, prendre ses bénéfices, ça repart à la baisse, ça remontera, etc. Hmm. Ça sera le yo-yo, entre guillemets, Le yo-yo, permanent. mais en tout cas, oui, oui. En tout cas, on suivra ça avec grand intérêt. Écoute, merci Marc, hein, pour Avec ton plaisir, avec décryptage, plaisir. toujours très pertinent. Et quant à moi, je vous C'est bon. retrouve la semaine prochaine, donc pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. On commentera les résultats des GAFAM, hein, qui vont aussi publier. Hein, on a Amazon, Apple, Meta qui publient cette semaine, et donc on en parlera. Voilà, passez une bonne semaine et je vous dis à la semaine Bonne prochaine. semaine et à bientôt, dans 15 jours.